Imo Week, le podcast spécial SIPCA 2023. Nous avons le plaisir d'avoir sur cette émission spéciale SIPCA pour Imo Week Katayoun Panahi, directrice générale SNCF Immobilier. Bonjour. Bonjour, merci de votre invitation. Merci à vous. Alors on va parler d'SNCF Immobilier et bien sûr de sa présence ici au SIPCA parce que SNCF Immobilier ce sont 25 000 bâtiments, pas tous très récents, 8 millions de mètres carrés, 100 000 logements. Bien sûr SNCF Immobilier comme tous les grands groupes immobiliers s'est mis à la décarbonation, mais de par le patrimoine historique qui est le vôtre, j'imagine que la tâche est ardue et en plus, je l'imagine aussi coûteuse. L'ampleur de la décarbonation est effectivement colossale au sein du groupe SNCF puisque comme vous l'avez rappelé, nous sommes le deuxième propriétaire foncier de France avec 30 000 hectares de foncier, 100 000 logements, 8 millions de mètres carrés de bâtiments, un patrimoine qui est très éparse, très étendu et surtout un patrimoine qui a en moyenne plus de 70 ans d'âge, ce qui derrière effectivement montre aussi la lourdeur de la tâche en matière de décarbonation puisqu'on a quand même quelques passoires énergétiques à rénover. Alors tout cela, comment vous êtes organisé? Par quel biais avez-vous abordé le problème? Quels sont les axes que vous avez choisis? Nous utilisons essentiellement 4 leviers en matière de décarbonation pour agir sur notre patrimoine. Premier levier, c'est celui de la sobriété, en agissant sur le comportement de nos utilisateurs, mais aussi en agissant sur les équipements techniques des bâtiments. La GTB, on s'est aperçu à l'occasion de la mise en place du dernier plan de sobriété l'hiver dernier, par exemple sur nos bâtiments du siège à Saint-Denis, sur 300 000 mètres carrés, qu'il nous fallait intervenir sur 700 boîtiers pour modifier la température, plutôt que sur une commande centralisée. Donc, il y a encore fort à faire en matière de sobriété. Deuxième levier sur lequel nous agissons, c'est l'efficacité énergétique à travers notamment la rénovation, la réhabilitation, en changeant les menuiseries, en améliorant l'isolation, évidemment thermique, mais aussi à travers des opérations qui peuvent paraître toutes simples, toutes bêtes, notamment le relamping par exemple sur le technicentre de Nevers. Nous avons changé 1640 ampoules sodium en LED et ça nous a permis d'éviter 56 tonnes de CO2 chaque année et surtout ça nous a permis de réduire de plus de moitié la facture énergétique. Troisième levier ensuite sur lequel nous agissons, c'est comment faire évoluer l'usage des énergies fossiles vers des énergies renouvelables. Donc c'est toute la sortie du fuel, la biomasse, les énergies renouvelables et d'ailleurs nous utilisons notre foncier pour pouvoir déployer des fermes photovoltaïques en créant une filiale SNCF renouvelable qui va être dédiée à cet effet et en matière justement d'évolution, je peux citer aussi l'exemple du raccordement des technicentres TGV et TER de Lyon au chauffage urbain de la métropole qui est basée à 65% sur de la biomasse et là aussi ça nous a permis d'éviter 700 tonnes de CO2 par an et ça nous a permis aussi de réduire la facture énergétique d'un peu moins de 150 000 euros par an, ce qui rapporté aux millions d'euros d'investissement qui a été nécessaire pour supprimer les chaudières à fioul et se raccorder au chauffage urbain permet d'avoir un retour sur investissement sur 6-7 ans, ce qui est tout à fait raisonnable. Et puis enfin, dernier axe, dernier levier sur lequel nous agissons, les mètres carrés finalement qui coûtent le moins sont les mètres carrés que l'on supprime, qui n'existent plus. Donc, le dernier axe, c'est la rationalisation de notre parc. Comme je le disais, comme on a un parc qui est très étendu, très éparpillé, à chaque fois qu'on rationalise et qu'on réduit la surface occupée, ça permet aussi de faire des économies. Et en ce sens, pour accompagner le déploiement du télétravail, on a par exemple réduit de 30% l'empreinte tertiaire à travers les schémas directeurs tertiaires que nous avons déployés sur l'ensemble du territoire national. 4 axes et pas mal d'exemples. Là, vous en avez cité quelques-uns à travers la France. Moi, j'ai vu dans le Grand Est des exemples dans les gares aussi, ou notamment au niveau du sol. On arrive parce que le sol, on le sait aujourd'hui, quand il y a des grandes pluies, avec le béton, etc., ça ne passe pas, ça met du temps, il y a des flaques, etc. Là, vous travaillez aussi en ce sens, un petit peu partout.
Absolument, vous avez raison. On a parfois des espaces qui sont très minéralisés, et notamment du foncier anciennement ferroviaire, qui a connu de multiples vies, et on a des îlots de chaleur comme ça en pleine zone urbaine que l'on va s'attacher à valoriser pour transformer ces friches ferroviaires en nouveaux quartiers à vivre, mais en essayant d'apporter une végétalisation qui est indispensable aujourd'hui pour transformer ces îlots de chaleur en véritables îlots de fraîcheur. C'est ce qu'on fait dans la plupart de nos opérations de valorisation, où on va à la fois en profiter pour réaliser des équipements, des logements, mais aussi pour faire la part belle à la végétalisation, à la reperméabilisation des sols, pour aller aussi dans le sens des enjeux de transition écologique, pour favoriser la biodiversité, lutter contre les îlots de chaleur. Là aussi, je peux vous citer peut-être un exemple de projet, ce sera plus concret. Si je reprends l'exemple des messageries à côté de la gare de Lyon, à Paris, sur 6 hectares de foncier, nous allons végétaliser la moitié, 3 hectares, dont 2 hectares en pleine terre. Ce qu'on dit, quand on dit en pleine terre, ça veut dire vraiment que ça a un effet important derrière sur la biodiversité. Et on va créer un parc paysager d'1 hectare. Ce sera un quartier qui sera entièrement piéton, dédié aux mobilités douces. Il n'y aura pas de voitures en dehors des services de secours. Et un quartier qui va aussi permettre sur l'autre moitié de la parcelle, les 3 hectares restants, de pouvoir réaliser des logements, 600 logements, dont 60% de logements sociaux, 20% intermédiaires et 20% en accession à la propriété. Et puis des activités, des commerces, une école, une crèche, une maison de santé et un immeuble de bureaux, un immeuble tertiaire qui sera vraiment aux dernières normes en matière de décarbonation, avec 10 000 mètres carrés aussi de panneaux photovoltaïques, un raccordement au chauffage urbain et avec des matériaux biosourcés et de la construction bois. Donc, vous l'avez dit, un travail colossal, mais en même temps des exemples déjà très concrets sur le terrain. Quel est votre objectif en termes de temps, par exemple, et de objectif bas carbone? Alors, on le sait, les rapports du GIEC nous le rappellent suffisamment. Le temps nous est compté. On n'a plus beaucoup d'années devant nous si on veut atteindre ces objectifs de décarbonation. Alors, évidemment, on a tout un programme en matière d'obligations, notamment, par exemple, pour répondre aux obligations du décret tertiaire, évidemment. On sait que voilà, il y a des échéances qui sont fixées par la réglementation, par la loi, mais au-delà de cette réglementation et de ces échéances, réduire de 40% nos consommations énergétiques à l'horizon 2030. Nous, on a pris l'engagement supplémentaire au sein du groupe SNCF de réduire de 50% notre empreinte carbone des bâtiments à cette échéance-là aussi. Mais au-delà, on voit bien que le temps nous est compté et qu'il faut qu'on aille beaucoup plus vite dans nos modalités de transformation de la fabrique urbaine. C'est ça la difficulté en fait. On est sur du temps long quand on parle d'immobilier, et là il faut aller vite sur le temps court. Donc comment on gère les deux? Exactement. Alors il faut aller vite, et surtout il faut aller vite dans un contexte où on nous demande de fabriquer la ville autrement que ce qu'on avait l'habitude de faire précédemment. Autrefois, c'était le paradigme de la période de reconstruction d'après-guerre. On a construit les villes telles qu'on les connaît aujourd'hui, avec de l'étalement urbain, avec les fameuses boîtes à chaussures en entrée de ville pour les équipements commerciaux auxquels maintenant on essaye de remédier. Et on voit bien qu'il va falloir fabriquer la ville autrement, avec des besoins et des comportements des utilisateurs qui ont profondément évolué. On voit bien que la maille commerciale peut plus être la même à l'heure de l'explosion du e-commerce. On voit bien que les implantations tertiaires avec le déploiement du télétravail ne peuvent plus non plus être les mêmes. Et on voit bien aussi que aujourd'hui, quand on dispose du foncier en zone urbaine dense, il convient à la fois de faire des opérations de renaturation, comme je disais, pour répondre aux objectifs liés à l'urgence climatique, mais il convient aussi de faire des logements sociaux pour répondre à la crise du logement et à la crise sociale. Et pour ce faire, on a besoin de réconcilier le triptyque social, écologie et économie, et donc trouver un modèle économique qui permette de faciliter cela. Or, tant que les prix de sortie des logements seront plafonnés pour les promoteurs, ce sera compliqué de trouver une rentabilité. Tant que la valorisation foncière reposera sur le critère de la constructibilité, de la densité, on ne pourra pas compter sur les grands propriétaires pour libérer du foncier, pour faire des opérations de renaturation. Et donc,
pour y arriver, on a vraiment besoin de repenser de fond en comble, de manière disruptive, le modèle de valorisation foncière, le modèle de construction de la ville. Dans la présentation que vous avez faite ici au CIPCA, vous avez évoqué 2 indicateurs, le PIC et le CAC. Vous pouvez nous en parler ? Oui, absolument. Alors, pour réorienter les choix d'investissement au sein des entreprises, nous, en tout cas, au sein du groupe SNCF, on a fait le choix d'intégrer le prix interne du carbone et un autre indicateur, le coût d'abattement carbone, qui permet de comparer les projets les uns avec les autres. Et donc, le prix interne du carbone, on l'a fixé d'abord à 60 € la tonne et désormais à 100 € la tonne, ce qui permet de montrer aussi l'ambition du groupe en matière de décarbonation. Et ça permet, dans nos comités d'engagement, de pouvoir valoriser, à côté de la valeur actualisée nette économique, la vanne économique, une vanne environnementale, une vanne décarbonation, qui permet d'intégrer le caractère plus ou moins vertueux d'un projet en matière de décarbonation. Et donc, même quand un projet est un peu plus coûteux financièrement, s'il est plus vertueux en matière de décarbonation, ça permet quand même de pouvoir flécher les investissements sur ces projets-là. Changer le modèle de fabrication de la ville, c'est la thématique ici au CIPCA, bien évidemment. Donc, vous y travaillez chez SNCF Immobilier. C'est une chance également de cette période de mutation pour la directrice générale que vous êtes avec les équipes qui sont les vôtres. Vous avez ce sentiment de vivre quelque chose de différent et qui va rester plus longtemps peut-être encore ? C'est une période absolument incroyable que nous vivons aujourd'hui. C'est vrai que ça peut paraître aussi un peu inquiétant pour certains, parce que c'est une période de transition, une période d'incertitude, une période de changement assez profond, avec des crises multiples qui se succèdent et qui se cumulent. Crise économique, crise financière, crise du logement, crise sociale, crise énergétique, crise climatique, crise à tous égards. Mais en même temps, évidemment, ce sont des opportunités et une période où il nous faut repenser nos modèles traditionnels, où il nous faut établir au fond un nouvel ordre en repensant complètement, en revisitant nos pratiques professionnelles. Et du coup, c'est aussi une période qui est très propice à la créativité, à l'innovation, à réinventer nos métiers. On le voit bien, il va falloir construire la ville différemment. On a déjà commencé, les industriels ont déjà commencé à revisiter les filières. On voit bien à travers la construction bois, par exemple, qui prend de plus en plus d'ampleur, à travers aussi la construction hors site, toute la filière industrielle qui commence aussi à s'orienter vers de nouvelles destinations. Mais ça suppose aussi de repenser complètement le modèle de valorisation foncière en intégrant dans le coût du foncier la création de valeurs environnementales et sociales, si on veut aller plus vite en matière justement de décarbonation. Tout cela est passionnant et on n'a pas fini, bien évidemment, de vous suivre chez SNCF Immobilier. Merci beaucoup, Katayoun Panaïd, d'avoir passé ces quelques instants avec nous pour Imo Week. Merci à vous. Un immense merci à vous. Imo Week, le podcast spécial CIPCA 2023.